Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Ephiriel et pour présenter cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Salut Ephiriel, ça va très bien et toi ? Écoute, très très bien, d'autant plus que on attaque toute une série d'émissions un peu hors série et ça fait toujours du bien parce qu'on reçoit des gens absolument fantastiques. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur, le privilège de recevoir Mathieu Aubert qui est auteur et dirigeant de Libellude. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ? Bonsoir Zéphiriel, bonsoir Théo, ça va très bien, je vous remercie, vous aussi. La pêche. Et dans la même phrase, j'ai dit bonjour et bonsoir, donc vous comprenez que on n'est pas, on est à un moment de la journée pour enregistrer cette émission. Mathieu, tu es là pour une émission très spéciale, parce qu'on va parler de Libellude dans sa généralité, mais aussi du métier d'éditeur. Tu vas aussi nous parler de ta vision du métier d'auteur un peu à travers tout ça. Dans toute la création du jeu de société, et on fera aussi un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cet été, au moment où on enregistre, c'est cet été, sur Libellude, puisqu'il y a des petites choses à dire. Est-ce qu'on commencerait pas cette émission en faisant une présentation rapide de Libellude, donc une société d'édition de jeux de société qui est créée en 2008, qui édite un gros carton du nom de Dixit, qui a reçu l'As d'Or et le Spiel des Jahres en quelle année, je ne sais même pas. Théo, tu saurais toi me dire ça ? Je pense la même année, parce que je sais que l'As d'Or, il y avait eu tout un truc assez joli de quand Libellude s'est créé, quand Dixit a gagné le prix, c'était encore une toute petite maison d'édition. Donc il y avait vraiment ce côté du boulot du jury de l'As d'Or à une époque où Internet était quand même moins développé et les médias ludiques encore moins de... dans le jury de l'As d'Or, ils ont repéré ce truc, là, c'est sorti, c'est une petite maison d'édition, mais ça a l'air vraiment sympa, c'est Dixit. Et donc il a dû gagner l'année de sa sortie. Le Spiel, je pense qu'il n'y a pas dû avoir un gros décalage, donc c'est soit la même année, soit l'année d'après. Et du coup, vous mettez le doute. Il y a un 2009, mais peut-être un des deux qui est sur le 2010. D'instinct, je dirais que c'est pas la même année, civile. Tu as absolument raison, je suis en train de vérifier cette information en même temps qu'on parle, et c'est absolument ça. Donc bravo, belle mémoire. Donc Dixit qui a un gros carton, mais aussi on a plusieurs jeux derrière, Dice Forge Season, Mysterium, Obscurio sorti il y a peu, One Key, je cite pas tout sinon on n'aurait pas fini, et bien sûr Shadow Amsterdam, on en parlera un peu plus parce qu'on a le plaisir et l'honneur d'avoir aussi l'auteur parmi nous. Vous êtes, Libellude donc du coup a commencé un très gros partenariat de distribution avec Asmodée dès 2008, sauf pour Dixit. Alors là, tu me rattraperas ou pas, mais j'ai lu que c'était un autre distributeur qui distribuait Dixit depuis le début. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Ouais, en fait, le début de l'aventure, il s'est fait avec la maison d'édition Paille Édition. Asmodée a rejoint l'aventure quelques mois plus tard, et surtout sur les autres pays que la France. Et à un moment de l'histoire, Paille Édition a conservé le réseau hyper spécialisé, donc à savoir les boutiques de centre-ville, et Asmodée a récupéré la France sur les autres réseaux de distribution, donc ce qu'on va appeler les GSS, grandes surfaces spécialisées. Donc on va parler d'un côté des multispécialistes type Fnac, Cultura, et de l'autre côté, Grande Récré, King Jouet, si j'ai le droit de citer tous ces noms. On est sponsorisé par personne, c'est bon. Toi Mathieu, t'es arrivé chez Libellude il y a combien de temps pour retracer un peu ton parcours dans la société ? Je suis arrivé en 3 temps. J'étais d'abord un testeur Libellude, et c'est là que j'ai eu la possibilité de rencontrer plein de chouettes personnes, des gens qui travaillaient à Libellude déjà, et d'autres gens qui étaient aussi testeurs, dont un des 2 chroniqueurs de ce soir. Wouhou ! Celui-ci même. Et derrière, j'ai fait 3 fois le festival de Cannes, le FIGE, en tant qu'animateur, parallèlement à mon boulot. Donc je prenais quelques jours de congé pour venir bosser avec Libellude. Et j'ai rejoint l'équipe en CDI en tant que chef de projet le 1er juillet 2015. D'accord, donc ça fait tes 2 premiers temps, si je dis pas de bêtises. Alors le premier temps était testeur, le deuxième était mes animateurs, et du coup mon 3e temps c'était je le rejoins en tant que chef de projet. En 2017, j'ai changé de poste pour, grosso modo, manager l'équipe, toujours sous couvert de Régis Bonnecé, le fondateur. Puis pour les éléments plus récents, tu me dis si tu veux qu'on en parle tout de suite ou on attend quelques temps. Bon. on peut les évoquer, vas-y. Donc dans les éléments plus récents, Régis et Asmodée se sont rapprochés en vue de
qu'Asmodée puisse racheter Libellude. Le rachat s'est fait au 1er juillet 2020 et donc au 1er juillet 2020, j'ai pris la direction de Libellude suite au départ de Régis et là sous couvert d'Asmodée. Oh, de testeur en tête de la société, on dirait un film américain de Glow Up, quoi. Ok, toi qui as fait du coup un peu tous les postes dans Libellude, comment tu as vu ta vision en fait du métier d'éditeur? Alors je mets de gros guillemets sur le métier d'éditeur, hein, parce qu'il y a des milliers de métiers à l'intérieur, mais comment ta vision elle a été modifiée du fait de commencer sur le testeur de proto jusqu'à la direction de la société? En fait, j'ai tout découvert dans le sens où j'étais déjà un joueur de jeux de société depuis 2000 voire avant, mais sur des titres un peu plus anciens et moins louables. Et derrière, quand j'ai commencé à tester à Libellude, quelques mois avant, je ne savais pas que Libellude était à Poitiers. J'ai vraiment découvert ça, c'était dans ma ville, et via mon association de jeux, j'ai rencontré Paul Never, qui est notre chargé d'événementiel, qui était déjà le chargé d'événementiel, et qui venait faire découvrir l'extension 2, je pense, de Seasons, et qui a fait un petit appel à testeurs pour venir dans les locaux. Et c'est là que j'ai rencontré l'équipe. J'ai également eu le plaisir de rencontrer Jean-Louis Roubira, Théo Rivière et d'autres que je citerai pas ce soir. Et du coup, j'ai découvert ce qu'était que le métier de l'édition, parce que c'était vraiment un monde que je n'imaginais pas, même si j'avais beaucoup consommé de jeux. Et donc, dans un premier temps, découvrir que c'était un process qui était plutôt long, qu'il y avait des auteurs de jeux, et ça, c'était un peu une grosse découverte. Et le fait qu'il y ait des auteurs de jeux, ça a un peu titillé quelques envies pour la suite. D'accord. Ouais, on va y venir. Ensuite, quand t'es passé chef de projet, t'as bossé sur quel jeu? Alors, je suis arrivé au moment de la sortie de Mysterium, donc j'ai pas pu travailler dessus. J'ai vu la dernière partie du process d'édition du jeu, ce qui était assez riche de voir quelle était la fin pour se projeter sur quelles devaient être les étapes du début et du milieu. Et moi, je suis arrivé à un moment où c'était Diceforge qui était dans les bacs, encore un proto plutôt avancé de Régis, mais plutôt aux fondamentaux, et il a mis presque 2 ans à sortir, mais ça a été mon gros chantier. J'ai également pu bosser sur la première extension de Mysterium, et j'ai l'impression que c'est bien les 2 premiers sujets que j'ai eu à traiter. Après, tu disais que tu avais évolué, j'ai pas retenu bêtement ce que tu m'as dit, mais tu as évolué chef de projet à... J'étais sur un poste intitulé Business Manager. L'idée, c'est que je prenais la responsabilité de l'équipe et dans le management et dans la gestion des projets, là où Régis était sur plusieurs structures à gérer, notamment la création de ex-Libellude Digital, qui est maintenant Tempête Studio. L'idée, c'était qu'il puisse gérer toutes les structures, mais qu'il y ait une personne en place pour piloter. Tu as aussi une autre casquette que tu as prise au milieu de ton parcours chez Libellude, qui est auteur, on en a parlé un petit peu, auteur donc de Shadow Amsterdam. Comment l'idée est venue pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait un déclic sur ce proto-là, en fait? Qu'est-ce qui est venu? L'idée elle est venue d'une frustration que j'ai eue sur le proto d'un autre collègue, ce qui était un jeu de communication par l'image, avec l'idée d'associer des cartes à d'autres cartes, et que notre main de cartes demeurait, et on avançait avec ça dans le temps. Mais pour le coup, il n'y avait pas l'idée de se projeter et de prévoir plusieurs coups à l'avance. Je me suis figuré l'idée d'un jeu de communication par l'image, mais spatial, en me disant que ça n'avait pas été encore réalisé. Et je suis assez rapidement arrivé à cette configuration de jeu qui s'appelait... Le proto s'appelait Spies à l'époque, d'un jeu où on va se déplacer sur des images avec un mécanisme similaire à Mysterium ou autre jeu avec une image, tu dois me comprendre et te déplacer sur une autre image, mais avoir quelque chose de dynamique et en temps réel. Tu te voyais auteur à la base quand t'es rentré chez Libellude, parce que t'es rentré en tant que testeur, donc des protos, j'imagine que t'en as vu sous différentes formes, mais est-ce qu'à un moment, dans cette période-là, avant d'avoir cette idée de jeu, tu te voyais auteur ou t'avais une envie particulière de créer quelque chose? Alors, c'est assez marrant parce que
avec mon petit frère, on a créé beaucoup d'idées de jeux quand on était petit, voire ado, mais on s'était jamais figuré que ça puisse être un métier. Et en testant des prototypes, voire en rentrant à Libellude, j'avais pas cette idée en tête d'être aussi auteur de jeu et de créer des prototypes. Vraiment, celui-là, il a popé un peu de nulle part. Et ça a fait la chouette aventure que ça a fait, mais non, c'était vraiment pas une projection au moment où je suis rentré à Libellude. C'est marrant comme petit truc qui pop comme ça en disant ok bah go on peut y aller et on le fait. Il paraît que alors j'ai entendu dire, tu me confirmeras pas, que tu avais découpé des cartes de Dixit pour commencer ton proto. Est-ce que cette hérésie est vraie ou pas? Je sais pas, mais si c'est vrai, faudra le couper au montage. Ouais, j'ai eu l'autorisation de couper quelques cartes de Dixit, mais j'en suis pas très très fier. C'est bien, ça rentre dans mes conseils de faire rapidement un proto avec ce que vous avez sous la main. Donc si vous avez des cartes de Dixit et que vous voulez vous en servir pour faire un proto, rachetez une boîte de Dixit derrière, comme ça fera plaisir à Mathieu, mais vous pouvez vous en servir pour faire un proto, quoi. Naturellement, quand tu as l'idée du proto, tu le proposes à Libellude. Il y a eu un doute à un moment de se dire est-ce que je peux le proposer ailleurs en étant toi-même dans la boîte, ou est-ce que l'idée est venue naturellement, il n'y a même pas eu de doute là-dessus? Là encore, en fait, je l'ai pas proposé à Libellude, je l'ai ramené un soir après le taf en le proposant aux collègues en disant bah, j'ai bricolé ça, s'il y en a qui veulent essayer. Mais j'étais vraiment pas dans une configuration où je suis un auteur et je vais le présenter à un éditeur. C'était, bah, venez jouer. Je pense que j'avais bien choisi un soir où il n'y avait pas Régis, parce que je pense que ça me mettait un petit peu la pression. Et j'ai joué avec d'autres collègues et il y a eu un espèce de petit coup de cœur de pas mal de monde qui a été assez satisfaisant à recevoir. Quelques jours plus tard, Régis m'a convoqué dans le bureau et m'a dit on le fait. Cool. La convocation plutôt sympathique. Entre le moment juste pour me donner une idée et donner une idée à nos auditeurs, parce qu'on en parle beaucoup avec Théo de l'idée de proto et de test et tout ça, entre le moment où tu as eu l'idée du jeu et de te dire ok on pourrait faire ça et que tu as fait tes premières cartes et le premier test réel avec tes collègues, il y a eu combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Il y a eu 9 jours. Ça a été assez extraordinaire en plein de points. Juste, c'est extraordinaire parce que pour en parler pour la suite sur d'autres protos qui ont été réalisés, ça a été des processus beaucoup plus longs, beaucoup plus itératifs. Là, ça a été un peu une évidence dès le début et moi, quand je le montre à mes collègues, en fait, juste, j'y ai pas encore joué. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de modifications depuis le premier test jusqu'au proto final, c'est-à-dire le truc qui va vraiment partir un peu plus en prod. T'as bossé combien de temps dessus avant d'arriver à un produit fini pour ton côté? Alors vraiment de mon côté ça a uniquement été ces 9 jours parce qu'après il est rentré dans les mains de Libellude et tout le dev a été porté du côté de Libellude et sans moi. L'idée c'était pas que j'étais exclu mais juste c'était sur la partie dev de Libellude, donc j'étais consulté et informé, mais c'est pas moi qui ai porté le projet pour la suite. D'accord, de quoi faire rêver pas mal d'auteurs, j'imagine, déjà. Ouais, signer à Libellude, c'était improbable, dans le sens où juste l'épisode en entier, il est improbable. Il y a un proto qui me pop, je le présente pas à Libellude, j'ai envie juste de faire jouer les collègues, et ça devient un jeu qui est signé avec Libellude. Oui, c'est surréaliste. Ça a appelé à pas mal de situations de complexe de l'imposteur, mais oui, une belle histoire. Et à partir du moment où il est signé chez Libellude, la sortie éditeur boutique, on est à plus combien? Alors, je le présente en mai 2017 et il sort en octobre 2018. D'accord, donc on est à un an et quelques mois, ce qui est pas mal quand même. Théo, tu t'en penses quoi du délai là-dessus? Ouais, clairement. Moi, souvent, je parle de... Le plus court que j'ai eu, c'est 8 mois, je crois, qui est le Papa Fourmi chez Ozu, où entre l'idée et la sortie, ça a été vraiment très rapide. Le plus long que j'ai vécu, c'est... Alors, hors les trucs qui sont pas encore sortis, mais je crois que Flying Goblin, on le signe... Enfin, je crois, j'ai vérifié il y a pas longtemps, donc on le signe en 2016 chez Yellow, donc il y a bien une année qui s'est passée de conception du jeu. Donc je dois avoir l'idée en 2015, et ça sort en 2020, donc 5 ans. Donc c'est vraiment très variable. Généralement, on est plutôt entre... 18 et 24 mois à partir du moment entre l'idée pour moi qui suis à plein temps et la sortie du jeu. Et le temps de développement, par contre, il est variable, quoi, forcément. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même une belle performance. Après, est-ce que tu serais capable, ou est-ce que tu n'as peut-être pas envie, mais faire un distinguo, parce que là on va attaquer un peu le côté processus de création chez l'éditeur, donc chez Libellude, en parlant de Shadow Amsterdam, mais du coup, est-ce que tu saurais te dire, ok, toi en tant qu'auteur qui travaille à plein temps là-bas,
tu l'as dit, tu étais consultant un peu sur le projet, donc tu étais, j'imagine, un peu plus intégré à la création et à la conception en tant qu'auteur. Je l'étais. Ça avait un petit côté schizophrène quand même à des moments où je devais prendre des décisions dans l'intérêt du projet et dans la casquette Libellude, et où en même temps j'avais des envies et des échanges à vouloir faire en tant qu'auteur. Je pense que j'ai plutôt bien réussi à compartimenter et que j'ai pas trop mélangé les genres, mais c'était pas toujours simple pour moi dans ma tête. Et j'ai essayé au maximum que mes échanges en tant qu'auteur puissent être plutôt à l'extérieur de mon temps de travail, justement pour une espèce d'équité vis-à-vis des équipes. Est-ce que tu crois que tes propres chefs de projet, ils pestaient sur « Oh là là, mais Mathieu Aubert, il met toujours au moins une journée, il répond toujours le soir, alors qu'on lui envoyait la question le matin, là, il est long à répondre, c'est relou, quoi. » Peut-être, mais je leur demanderai. Toi à ce moment-là, t'étais chef de projet, c'est ça ? Je crois qu'à ce moment-là, non, j'ai justement changé de poste depuis 3 mois. Et est-ce que du coup, le fait d'avoir été un peu plus intégré dans le processus de création, parce que forcément sur place, ça a changé chez Libellude peut-être le fait de pouvoir intégrer plus les auteurs justement dans la conception et leur demander peut-être plus de retours comme sur le choix de l'illustrateur ou sur le design ou sur quelque chose sur lequel normalement ils ont moins de pouvoir, moins d'avis à donner. Ça, c'est un truc qu'on a vu régulièrement avec les auteurs qu'on a vu dans l'émission. Effectivement, parfois c'était silence radio pendant plein de trop de temps. Et qu'on avait juste le produit fini qui était arrivé et qu'on n'avait pas eu ni le choix de l'illustrateur, ni des premiers retours d'illustration, ce genre de choses. Est-ce que du coup ça a peut-être changé chez Libellude, ou alors c'était déjà le cas, je sais pas. J'ai écouté ce chouette épisode plein d'anecdotes de Théo, c'était cool. C'était déjà un mouvement qu'on était en train de faire, d'associer au maximum l'auteur, de faire un maximum d'allers-retours avec lui. Donc je pense que ce n'est pas corrélé à moi. Pour autant dire que jusque-là, on avait été exemplaire dans la relation avec les auteurs, c'est peut-être un peu galvaudé. Je pense qu'on a eu quelques difficultés à bien travailler avec quelques auteurs en amont de ça, et plutôt de notre faute. Aux alentours de 2017, on s'est vraiment posé sur non, mais la relation avec les auteurs, elle est obligatoirement bonne, il faut vraiment qu'on fasse les efforts, il faut vraiment qu'on soit exemplaire. Et on est dans des temps d'échange beaucoup plus réguliers avec eux, avec beaucoup plus de feedback. On les fait bosser sur des problématiques pour qu'eux reviennent avec des solutions, on leur présente des choses. On bosse beaucoup plus main dans la main maintenant. Ce qui est une très bonne chose, et je pense que Théo nous confirmera. 100%, mais on parlait tout à l'heure de le rêve de signer ton premier jeu chez Libellude. Je vais pas dire que j'ai une petite bucket list avec les éditeurs avec qui j'ai le plus envie de bosser, mais clairement, bosser avec Libellude, ça fait partie de ces éditeurs qui sortent peu de jeux, qui les fignolent et qui les travaillent vraiment bien. Et je dis pas ça pour faire de la panne à Mathieu, il m'a déjà entendu le dire plusieurs fois. Donc clairement, je pense que c'est un plaisir, un objectif pour pas mal d'auteurs de un jour réussir à signer chez Libellude, quoi. C'est vrai qu'il y a une image de Libellude, enfin pour moi en tout cas, qui est, alors je sais pas comment le dire, mais visuellement exemplaire. Parce que, moi j'ai découvert Libellude, je vais dire avec Mysterium, mais c'est sûrement faux parce que j'avais sûrement joué à Dixit avant. Mais en fait c'est l'image qui me reste le plus parce que j'ai un jeu qui pour moi est visuellement ultra ouf en fait, qui a énormément de choses qui me plaisent à l'intérieur. Et du coup, en fait, c'est là où je m'intéresse un peu plus à la maison d'édition. Et du coup, chaque jeu qui sort, en fait, pour moi, il y a une vraie identité visuelle qui est très forte, en fait. Et je trouve ça assez fou. Donc, je te rejoins un peu là-dessus, Théo. Pour parler un peu plus du côté contrat auteur-éditeur, comment ça se passe les contrats d'auteur chez Libellude sans forcément aller trop loin dans les détails? Et est-ce que pour toi, pour Shadow Amsterdam, il y a eu un truc spécifique en positif-négatif? On a un contrat type qu'on propose à tous les auteurs. J'ai eu ce même contrat que tous les auteurs, donc grosso modo c'est un pourcentage de notre chiffre d'affaires. On s'engage sur une avance et on s'engage également sur un minimum de boîtes au premier tirage. Si on n'est pas en mesure d'assurer ce nombre de boîtes au premier tirage, l'auteur peut se désengager du projet. Derrière ça, on a aussi des systèmes de contrats d'options qui nous permettent de réserver des jeux sur X mois, 3 ou 4 mois, de manière à pouvoir le ramener chez nous, le jouer à froid, le comparer à ce qui se fait sur le marché, travailler sur ce que pourrait être son identité et de jeu et visuel et sa cible,
et pouvoir travailler un peu dessus. Donc on a aussi ce contrat d'option. Le contrat d'option, si je saisis bien et si je résume, c'est grosso modo, on a vu ton proto, on met un contrat avec toi qui dit ok, on n'est pas sûr d'eux, mais on veut te le réserver avec une option de le faire s'il y a un truc qui nous plaît dedans, c'est ça ? Voilà, c'est un non-engagement de notre part, si ce n'est qu'on va le travailler très fort pendant 3 mois. Au moment où l'auteur signe son contrat d'option, est annexé au contrat d'option le contrat d'édition qu'il signerait si on lève l'option. C'est-à-dire que l'auteur, il n'est pas dans le vide en se disant « Ok, bah, on se revoit dans 3 mois ». Ce sera un go ou un no-go, mais s'il y a un go, il sait ce qu'il signe. Alors là, c'est une question qui me vient, mais c'est peut-être complètement idiot, et tu me le diras, mais c'est-à-dire que pendant 3 mois, le jeu est travaillé en corrélation avec l'auteur et vos équipes, c'est ça ? Oui, même si on travaille assez peu sur le... C'est peut-être la période où on travaille le moins avec l'auteur, on va un peu tordre le jeu, et dans ses mécaniques, et dans toutes les problématiques qu'il pourrait avoir. On va également identifier tous ses points forts, on va le comparer, on va faire de la veille par rapport à tout ce qui existe sur le marché actuellement, voir quelle est sa plus-value pour être son plus produit, voir quelle est son accessibilité, sa simplicité, degré de règles et la capacité qu'on peut avoir à venir poser un univers chouette dessus, peut-être onirique, et voir également en termes de prix si c'est un produit qui peut fonctionner. C'est-à-dire que si on voit qu'on a un petit party game mais qu'on se dit bah, si on veut mettre ce qu'on veut mettre dedans, c'est un produit qui va être vendu 55€, cet exemple de décalage fait qu'on pourrait aller sur un no-go. Je prends volontairement quelque chose d'extrême, mais on fait aussi ces calculs. C'est intéressant parce que du coup, ça me donne l'impression, imaginons qu'on va au bout des 3 mois, vous allez sur un no-go, ça a quand même permis à l'auteur d'avoir un véritable tour d'horizon de son produit, enfin son jeu, dans le sens où il voit énormément de choses qui sont faites, vous lui faites des retours très positifs ou des points forts, des points négatifs et tout, qui peut travailler, mais du coup, ça lui fait une forme d'incubateur, je mets des gros guillemets encore là-dessus, avec lui qui peut entre guillemets aller présenter ailleurs, c'est ça ? Ça fait partie du champ des possibles. Après, on a l'impression que le risque en vaut la chandelle. L'expression est pas bonne, on est d'accord. Mais pour autant, oui, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que nous, on tord le projet et on en ressort une conclusion à l'auteur. Après, je pense qu'il est pas non plus dans notre tête et il va pas avoir 100% de ce qu'on a pu échanger, mais oui, on lui fait quand même un retour qui fait que potentiellement il pourrait présenter un projet légèrement meilleur à d'autres éditeurs. On est d'accord aussi que cette option, elle est rémunérée pour l'auteur ou l'autrice ? Oui, elle est rémunérée sur un fixe qui vient se substituer à son avance sur le contrat. Et c'est un gros débat au sein des auteurs, hein. Moi je sais que j'en ai parlé pas mal il y a pas longtemps, parce que ça a tendance à se généraliser maintenant chez les studios Asmodée. Peut-être parce que vous l'avez amené, Libellude d'ailleurs, je sais pas s'il était là dès le début ou si c'est vous qui l'avez un peu amené. Mais en tout cas la plupart des studios Asmodée se dirigent vers ce genre de modèle. Et à la fois il y a quelque chose d'assez agréable pour les auteurs et les autrices de se dire ok, si un éditeur décide de bloquer mon jeu et je vais toucher un peu d'argent, et il y a quelque chose de positif là-dedans, hein, parce que des jeux bloqués chez les éditeurs, ça arrive un peu tout le temps, pour le coup. Là, ça structure un peu ça. Et d'un autre côté, et je suis moins de ce côté-là, donc malheureusement, j'apporterai pas tous les arguments de l'opposition, mais il y a pas mal d'auteurs, d'autrices aussi que j'ai entendu ne pas apprécier ce système, entre autres parce qu'il enlève, mais c'est la finalité pour vous aussi, mais une certaine impulsivité face à un prototype, et du coup un peu d'affect. Il y a une notion d'analyse des fois un petit peu froide des possibilités marketing et commerciales d'un jeu, là où dans la relation éditoriale rêvée, il y a une notion aussi de « Ah, t'as été séduit par mon proto, ok, on fait un peu fi de toute logique, et on se lance et on fait le jeu parce que c'est cool, il se passe un truc, quoi. » Oui, t'as un côté un peu moins humain, en fait, sur le côté réservation et étude du produit, en fait. J'imagine qu'il est là. Un petit peu froid, ouais. Juste pour stabiliser ta question, Théo, on ne parle pas de contrat d'option dont l'avance se substitue à l'avance, on parle bien de faire un contrat d'option, c'est ça ? Ouais, bien sûr, ouais. En fait, le fait de faire un contrat d'option, c'est que le jeu que tu joues, tu vas le jouer sur le festival. Qui dit, ok, on n'est pas sûr bonne d'eux, humeur, mais on tu veut te le plein de gens, réserver avec une... t'es en train de jouer, il y a plein de bruit autour de toi, il y a une chouette ambiance. Tu joues à un jeu, ça vient naturellement amener une plus-value à ton expérience de jeu. 100% d'accord. Et le nombre de jeux que tu joues sur festival et tu le ramènes dans les locaux
chaque jeu qui sort, en fait, pour moi, il y a plus le bruit ambiant, c'est un peu plus froid, et là tu te retrouves vraiment face au jeu. Et il y a des fois c'est tout aussi parfait, et puis il y a des fois il y a vraiment quelque chose qui est retombé. Nous, on veut pas se permettre de faire semblant de mettre des oui en festival sur des choses qu'on n'a pas testées plusieurs fois chez nous. Et pour autant, on est rentré dans un champ concurrentiel suffisamment fort pour qu'il y ait des éditeurs qui signent sur festival. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut ce proto, il faut qu'on ait un autre outil. Et d'où le contrat d'option. Ouais, je suis d'accord avec ça, hein, mais avec et encore une fois, moi je suis plutôt convaincu par ce système-là, mais il y a une vraie dimension de, moi si un éditeur il joue à mon jeu sur un salon et qu'il me dit j'ai envie de le signer, je vais refuser cette signature, je pense, pour les raisons que tu invoques, parce que ça va aller trop vite et ça risque à la fin de faire un jeu qui sera pas parfaitement fini ou un jeu qui aura été regretté, voire un jeu qui sera annulé plus tard. Donc je fais partie des gens où signer sous l'impulsivité pure et dure, ça me paraît être une mauvaise idée. Mais j'ai pas besoin d'un contrat d'option si jamais un éditeur me dit « Cool, on a vraiment aimé ton jeu à Cannes, est-ce qu'on peut te donner une réponse dans les 3 semaines qui viennent ? Et est-ce que tu peux ne pas le présenter à d'autres gens avant ? Ou au moins nous prévenir si jamais quelqu'un d'autre veut le faire, qu'on avise en fonction d'eux. » Et ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est un truc qui se pratique et qui a besoin d'être pratiqué, parce que je te rejoins de signer trop tôt. Je pense que c'est une mauvaise idée pour les éditeurs, je pense que c'est une mauvaise idée pour les auteurs et les autrices aussi. Malgré le fait que on te propose un contrat, t'es sur un festival, tu te dis évidemment je veux le signer tout de suite, quoi. Sincèrement, si jamais on vous propose ça, et je vous le souhaite, prenez le temps que ça repose un petit peu, parce que c'est aussi vous préserver un petit peu. Mais l'option, c'est un système qui est quand même souvent un peu plus long, et je fais aussi partie de ceux qui se disent en fait si jamais je dois bloquer mon jeu pendant 6 mois et que c'est dans 6 mois que j'ai la réponse, moi j'aurais perdu ma motivation et mon momentum si jamais je dois le représenter derrière, et je pourrais faire l'effort évidemment, mais ça va couper un peu dans son élan, et j'ai l'impression que l'éditeur qui met 6 mois à se décider, en fait il est déjà un peu décidé au bout de 2-3 semaines, c'est juste il va faire des études supplémentaires, mais il sait déjà s'il a envie de s'engager ou pas, s'il décide de manière moins rationnelle et plus émotionnelle, qui est un truc que je recherche un peu plus dans les maisons d'édition. En fait, je pense qu'on ne peut pas faire en 2-3 semaines le travail qu'on fait sur les 3 mois. Et c'est en ça que, effectivement, si on parle de 2-3 semaines, le contrat d'option, il sert à rien, et on peut effectivement dire à l'auteur, on te le garde 2-3 semaines. Nous, on a vraiment besoin de le garder 3 mois, et 3 mois, c'est presque court par rapport à tout ce qu'on fait sur le jeu pendant ces 3 mois, pour avoir une idée de ce qu'on vraiment on veut en faire derrière, et vers où on veut aller. Et c'est en ça qu'il nous paraît vraiment indispensable. J'entends que en termes de mojo, énergie, dynamique pour les auteurs, ça puisse être plus complexe, mais c'est la garantie, la presque garantie, que s'il y a un go, on avance jusqu'au bout. Tandis que si on fait une réponse positive au bout de 2 semaines, avec le peu de travail qu'on aura fait autour, j'ai l'impression que l'auteur, comme nous, prenons le risque que au bout de 6-8 mois, on se rende compte de choses, on ait avancé un peu de travers, et que le projet puisse s'arrêter. Nous, on n'a pas arrêté de projet depuis qu'on a mis en place le contrat d'option. Ouais, je comprends un peu les deux points de vue. Il y a un côté aussi interne dans une société qui vient professionnaliser plus les choses aussi, et qui a besoin effectivement de prendre du recul nécessaire sur un marché qui devient de plus en plus, je vais pas dire saturé, mais de plus en plus prolifique. On est d'accord. Alors, en fait, le contrat d'option, il est là pour protéger les auteurs. C'est-à-dire que au moins le contrat d'option, on sait à la fin qu'il peut y avoir un no-go, tandis qu'un engagement un peu prématuré, j'ai l'impression que l'auteur, il peut être dans sa bulle, et l'éditeur reviendrait vers lui avec des mauvaises nouvelles non attendues, et je pense que le choc, il serait d'autant plus violent. Passons sur les contrats d'option. Comme vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à dire, et je pense qu'on aura largement l'occasion d'en rediscuter dans notre émission. Revenons juste sur les protos et sur les créations éventuelles possibles en cours. Il me semble, Mathieu, que tu as un proto en cours avec un auteur dont j'ai perdu le nom. Théo, tu aurais son nom en tête? J'ai oublié. Je suis pas sûr, il y en a plein des auteurs. Alors, comme Mathieu, c'est un mec brillant, il a dû aller voir la crème de la crème, je crois. C'est Bruno Catala? Non, bien sûr, c'est toi, arrête. Effectivement, ouais, on va pas cacher le fait que avec Mathieu, on s'est rencontrés quand on était tous les deux testeurs chez Libellude, puisque j'ai grandi à Poitiers, et donc on a été testeurs en même temps.
Et quand on s'est pas perdu de vue, mais on s'est pas, je suis pas très fort pour ça, donc on s'est pas spécialement donné des nouvelles pendant un certain temps. Et après, c'était un plaisir de croiser Mathieu quand il était animateur pour Libellud sur le Fige. Et puis quand il a rejoint la structure et qu'il a commencé à faire un peu plus les festivals, on s'est un peu retrouvés, on va dire. Et puis après, assez naturellement, à un moment, on se dit, bah tiens, passe un week-end à la maison, on ira manger les pizzas, et puis on peut réfléchir à un jeu si jamais c'est cool. Et effectivement, ça nous a amené à réaliser aujourd'hui 2 prototypes qui sont en cours d'édition. 2 prototypes? Ouais, 2 prototypes en cours d'édition. Et plein de prototypes pas en cours d'édition. Est-ce qu'on peut avoir un teasing, quelque chose, ou est-ce qu'on passe à autre chose parce que vous voulez pas en parler, ce que je comprendrais complètement. Moi, je m'attendais à un proto parce que je le savais qu'il y en avait en cours, mais 2, là, c'est chaud. Je crois qu'on peut rien dire. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que c'est compliqué de dire des choses à ce moment de l'histoire. Ok, alors passons à la suite. Bah tiens, Théo, je te laisse prendre la main, c'est toi qui as rajouté ces questions, ces questions au conducteur, je te laisse prendre. Wow, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est pas mal. Ouais, j'avais envie de parler pas mal de votre relation avec les auteurs, on en a un peu parlé, mais notamment sur toutes les questions qu'on a abordées nous du côté auteur-autrice, de comment démarcher les éditeurs, etc. Et la première, c'était quel est votre processus de recherche de nouveaux prototypes ? Et par extension, c'est quoi le meilleur moyen pour vous contacter chez Libellud ? Si là aujourd'hui j'ai un proto où je me dis ça va se caler chez Libellud, ça serait parfait. Comment est-ce que je vous le propose ? Alors il y a plusieurs moyens de rencontrer les auteurs. Il y a tout d'abord le festival. Donc nous on va spécialement sur Cannes et Essen pour le francophone et l'international, et quelques autres gros festivals français sur lesquels il y a des protozones ou pas, où on a l'occasion de rencontrer quelques auteurs. Donc ça c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, ça va être en nous contactant en direct, et de manière générale je crois que le protocole veut qu'on envoie une vidéo de moins de X minutes, et j'ai pu ce X précisant comment ça se joue, c'est quoi les règles en 2-2, c'est quoi l'enjeu, de manière à ce que on n'ait pas 45 minutes d'études à faire sur quel est le propos du jeu, parce que des prototypes, on peut en recevoir je sais pas si 1000 par an, c'est exagéré, mais on doit pas être très très loin de ce chiffre en global, donc en termes de temps de traitement, vu qu'on a plutôt vocation à sortir 1 à 2 jeux par an, c'est long. Et puis le troisième, c'est par relation, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qu'on connaît avec qui on échange régulièrement, et de temps à autre c'est t'en es où, tu bosses sur quoi, ok ça a l'air cool, ou ok ça peut m'intéresser comme type de jeu, est-ce que tu m'envoies ça et on en parle. Super clair, donc ça revient à ce qu'on a souvent conseillé, mais les petites vidéos courtes de pitch, c'est vraiment le meilleur moyen de contacter les éditeurs sur plein d'aspects. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale qui est ferme ? Est-ce qu'il y a des choses, par ligne éditoriale ferme, j'entends, est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez, des choses que vous cherchez pas du tout ? Ou est-ce que, comme quelques éditeurs l'annoncent des fois un peu fièrement, en fait, tout nous intéresse tant qu'on trouve ça extraordinaire. On a un travail en cours sur la ligne éditoriale, c'est quelque chose qui est mouvant chez nous, mais il y a quand même des points durs. C'est un jeu qui va être accessible, qui va être plutôt universel, qui va être plutôt intergénérationnel, qui va avoir une expérience première partie qui est idéale, et grosse envie de rejouer, et grosse simplicité. On va peu aller sur des party games de jeux de 4-5 minutes, on va peu aller sur des jeux qui vont excéder les 45-60 minutes, et j'ai l'impression, même si c'est extraordinaire. Donc je te dis pas qu'à un moment sur un coup de cœur on peut sortir de cette ligne éditoriale, mais clairement on a quand même posé des bornes. Est-ce que le fait d'avoir rejoint le groupe Asmodée, ça a changé votre vision sur ça aussi ? Est-ce que typiquement aujourd'hui un auteur, une autrice vous propose un jeu et vous vous dites ok c'est un chouette jeu mais ça correspond pas à ce que nous on a envie d'éditer, est-ce que vous allez naturellement le proposer à un autre studio d'Asmodée ? Est-ce que vous avez des relations de cet acabit ? Est-ce que c'était déjà le cas avant d'ailleurs peut-être ? C'est plein de questions à la fois mais... Oui, non et oui. Grosso modo, notre ligne éditoriale n'a pas changé avec le rachat par Asmodée, parce que le discours d'Asmodée est il y a plusieurs studios, ce qui fait la force c'est la différence, donc il n'y a pas vraiment d'utilité à venir harmoniser. Le seul truc que ça vient bouger, c'est on présente relativement tôt ce sur quoi on est en train de bosser pour éviter qu'un studio partenaire soit en train de bosser sur à peu près la même chose, de manière à pas perdre de temps, mais on a vraiment conservé notre liberté éditoriale. Est-ce que vous passez les protos de studio en studio ? Oui, clairement, on
on bosse avec un partenaire à Asmodée qui sert un peu de plaque tournante, qui connaît les lignes éditoriales de pas mal de studios, et s'il y a quelque chose qu'on trouve chouette mais qui est pas pour nous, oui, évidemment, on va le transmettre. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on faisait déjà par le passé, ce qui a pu amener de temps en temps à des coéditions, mais des fois à des éditions de jeux chez d'autres éditeurs. Donc oui, ça se fait. Oui, c'est vrai que je te pose la question, mais je l'ai vécu plusieurs fois, moi, quand j'étais sourceur chez Roboprod ou chez Yellow, de dire à un auteur, une autrice, bah cool ton truc, on a bien aimé, ça nous intéresse pas, mais tiens, va voir Libellude parce que eux, ça pourrait se caler chez eux, ou va voir un tel parce que ça pourrait se caler. On parle souvent et des fois j'ai l'impression que je suis un bisounours, et je sais qu'il y a des histoires pas toujours positives dans le milieu, mais le milieu a aussi une beauté à ce niveau-là, c'est les éditeurs, malgré une certaine concurrence, s'inscrivent quand même dans un grand tout, et c'est pas rare de les voir se donner un coup de main, même si au final ils sont concurrents sur le papier, quoi. Alors quand ils sont même plus concurrents sur le papier, c'est encore plus facile. Ça va être extrêmement valorisant même pour un auteur ou un auteur en herbe, justement, d'avoir un retour de cet acabit, en fait, d'avoir un éditeur qui dit c'est ton jeu est cool, ça nous intéresse pas, mais va voir machin de ma part, et en vrai ça peut fonctionner, quoi. Ça va être putain de motivant, pour le dire comme ça, quoi. Ouais, clairement, je pense que c'est un truc qu'il faut garder et qui est effectivement très chouette pour tout le monde en plus, parce que on en parle souvent, et moi c'est une vision que je partage vraiment bien de si à la fin il y a quelqu'un qui achète Mysterium et qui décide de jouer à Mysterium dans son cercle de joueurs, il va attirer un public un peu différent qui va peut-être découvrir le jeu de société, et même si à la fin le fait que Mysterium, moi je suis pas impacté par un achat de Mysterium, quoi, c'est pas un de mes jeux, et peut-être que cette personne va faire jouer d'autres gens qui vont découvrir le jeu de société moderne, et de fil en aiguille, à la fin ils vont acheter une boîte de The Loop et je serai content. Et donc cette viralité et cette capacité du milieu à contaminer, et je mets plein de guillemets parce qu'en plus c'est pas la bonne période pour ce type d'analogie, mais bon, à des nouveaux joueurs, ça fait aussi qu'il y a une espèce de symbiose globale de tous les éditeurs qui est assez belle, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Le milieu, il est globalement sain, et l'exemple le plus flagrant de ça, c'est on sait à peu près quels jeux vont sortir dans les 18 mois chez d'autres éditeurs. Parce qu'on n'est pas dans un milieu où on va chercher à copier, on est dans un milieu où on va chercher à se différencier. Et pour le coup, il y a cet intérêt pour tous de savoir ce que les autres vont sortir pour éviter de taper à côté. Là où, je prends de l'industrie automobile, le but du jeu c'est d'être secret le plus longtemps possible, jusqu'à pouvoir teaser quand c'est prêt. Et l'autre point fort de ça, c'est, je prends toujours l'industrie automobile, je bosse chez Renault, j'ai une Renault. Moi je bosse chez Libellude, on est dans la galaxie Asmodée, mais j'adore Codenames de chez Yellow, et j'adore plein d'autres jeux qui ne sont pas chez Asmodée, et j'ai pas de souci à le dire, et il n'y a pas de mal à ça, et je trouve ça chouette. Si on revient un peu sur Libellude et la manière dont vous gérez vos projets et vos protos, est-ce que vous cherchez plutôt des protos qui soient pratiquement finis en termes de développement, dans le sens où l'expérience est déjà là, il y a éventuellement un peu d'affinage, mais globalement le proto il ressemble presque à ce qui sera à la fin, ou est-ce que vous avez la volonté et la capacité de faire du développement un peu plus en profondeur, de se dire là on adore la promesse de jeu, mais il y a beaucoup de travail, mais on va l'assumer avec l'auteur-l'autrice, ou comment est-ce que ça se passe, votre implication à ce niveau-là ? Je prendrais presque la question à l'envers. On a la capacité de faire énormément de développement sur les jeux, pour autant je suis pas en mesure de te dire on cherche un proto très fini ou pas fini, c'est-à-dire qu'au moment où on va recevoir la chose, on va se positionner sur la dose de développement qu'il y a à faire l'arbitrage de est-ce que c'est un développement que l'auteur fait, où on lui donne des directions et on est en ping-pong avec lui, ou est-ce que c'est un développement qu'on fait et où on est en ping-pong avec l'auteur ? Là, aujourd'hui, j'ai du mal à te dire on veut un proto très fini ou on le veut plutôt pas très fini, comme ça on peut y retoucher. Mais ce qui veut dire que vous n'êtes pas fermé à un proto sur lequel il y aurait encore des portes à explorer, quoi. J'ai 2 dernières petites questions sur votre fonctionnement. La première, c'est quelle est l'implication que vous donnez à l'auteur-l'autrice dans tout le process de développement ? Moi j'ai souvent parlé dans 63-88 que j'ai eu le plaisir à travailler avec des structures un peu plus petites que Libellude, entre autres parce que c'était des structures qui avaient une facilité et une volonté de m'impliquer régulièrement dans les process de décision, notamment artistique, graphique et même d'opérations de communication. Là clairement, pour rien cacher, j'ai un Discord avec Catch-Up et on discute de chaque opération de com qui vont arriver. Alors pas, on a envoyé une boîte à Jean-Jacques Review, mais sur les opérations un tout petit peu plus importantes, on en discute tout le temps. Et on est impliqué, on donne notre avis avec Maxime et avec Simon Caruso, l'illustrateur d'ailleurs. Vous, j'imagine que c'est moins facile pour une structure telle que Libellude d'impliquer les auteurs, les autrices à ce niveau-là. C'est quoi votre rapport à ce niveau-là ? Est-ce que je vais découvrir les illustrations à la fin ? Est-ce que vous me les montrez au fur et à mesure ? Tout ça quoi. Game design, mécanique
ergonomie, on est vraiment main dans la main avec l'auteur parce qu'il faut qu'il s'y retrouve dans l'expérience de jeu. Sur la thématique et les illustrations, l'auteur il est informé au fur et à mesure de ce qui se passe, mais pour le coup j'ai l'impression qu'on est plus sur notre métier et qu'on sait où on va aller. On n'a jamais eu de situation où l'auteur est en mode non vraiment c'est bizarre, je comprends pas pourquoi on fait ça. Donc si jamais ça doit arriver, je pense qu'on se posera autour d'une table et on discuterait, mais il y a des champs sur lesquels j'ai l'impression que c'est l'éditeur qui doit prendre le pas, et d'autres champs où l'auteur il doit vraiment avoir son mot à dire. Là c'est un discours que je te donne aujourd'hui, encore une fois comme j'ai pu dire en début d'émission, il se peut que par le passé il y a des auteurs avec qui on ait un peu moins bien travaillé, et ce qui nous a amené à changer. Ouais, ce qui est chouette pour une structure de votre taille, de vous remettre en question et de se rendre compte des faiblesses relationnelles et d'essayer de les faire évoluer, c'est quand même vraiment un très cool truc. Juste quand tu parles de taille, vous êtes combien aujourd'hui chez Libellude à travailler pour se rendre compte en fait de la taille justement de la société ? On est 20 actuellement. Est-ce que tu veux que je détaille un peu les pôles, comment on est constitué ? Si tu peux, rapidement, ouais. Ouais, rapidement. Donc un pôle administratif avec une assistante de direction et une comptable. Un pôle l'atelier qui est constitué de 4 game designers qui créent des jeux from scratch ou sur commande. On est 7 sur un pôle éditorial avec une directrice artistique, 2 chefs de projet, un concept artiste, une responsable de production et une graphiste. On a un sourceur qui est également à cheval sur l'équipe marketing, et donc une équipe marketing avec un directeur, un responsable événementiel, un community manager et une nouvelle graphiste. D'accord, donc ça reste quand même une belle boîte, quoi. Enfin, 20 employés aujourd'hui, c'est pas 20 employés plutôt, ça reste pas mal du tout. Enfin, on se rend pas compte quand on est à l'extérieur que vous êtes autant, en tout cas dans le truc. Mais du coup, je crois que je t'ai coupé sur le pied sur une des questions, Théo, concernant l'atelier. Non, c'est pas grave. Effectivement, je te rejoins sur la taille de la structure, hein, et c'est important parce que des fois les gens l'ont pas en tête, mais vraiment les structures du monde du jeu, c'est des petites structures par rapport à plein d'autres milieux. Typiquement chez Catch Up Games, pour reprendre mon exemple comparatif, ça a été monté par Clément et Sébastien, et aujourd'hui les 2 employés de la structure, c'est Clément et Sébastien, quoi. Ils sont 2. Et il y a pas mal de structures qui ressemblent à ça, entre 1 et 5 personnes. Une structure comme Libellude hors distributeur, nos maisons d'édition pures, je pense qu'en francophone, vous faites partie des plus grosses aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on est dans les 4. J'allais les donner, mais je sais pas, j'essaie de réfléchir. 4 repos, à peu près le même nombre de gens que vous. Les Space Cowboys ont une belle équipe aussi. Ouais, si on rajoute Space Co, je pense que c'est plus gros. Et j'ai pas la 4e. Mais est-ce que Space Co c'est pas un peu triché, parce que sauf si c'était un studio qui a été racheté par Asmodée, ou c'était une création de studio par Asmodée ? En fait, Asmodée a racheté Purple Brain, donc qui a été monté et qui a été dirigé par Benoît Forger. Tout seul, ça d'ailleurs. C'est pour Space Co, mais pour Space Cowboy, c'est pas le cas. En fait, les Space Cowboys, c'est un studio qui a été créé par des historiques d'Asmodée. Donc un peu à un moment, ils se sont dit, il y a pas mal d'historiques qui se sont dit, avec un espèce de storytelling assez merveilleux, c'était un peu les gens qui pesaient dans le game du jeu, dans le jeu, et qui sont partis d'Asmodée pour montrer le studio au sein d'Asmodée. Donc ils partaient pas vraiment, mais en se disant, regardez, nous on est un peu des noms qui faisaient fantasmer un peu tout le monde, et on va monter notre maison d'édition. Et plus tard, ils ont absorbé, c'est un grand mot, mais ils ont récupéré Benoît Forger de Purple Brain pour montrer Space Co, donc la branche enfant de Space Cowboy. Et donc mon quatrième, ça restait Yellow, parce que même s'ils ont une activité de distribution, je pense que leur équipe d'édition doit quand même être fournie. Ouais, je pense aussi. Dernière question sur la structure par rapport aux auteurs, tu l'as un peu évoqué, sans rentrer dans les détails parce que ça pourrait être un gros bébé, mais Libellude, vous avez une particularité, c'est vous avez l'atelier, qui est, tu le soulignais, une équipe de création ludique, ce qui est très très particulier, ça n'existe pas, je pense, dans d'autres maisons d'édition. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept rapidement et nous expliquer un peu quelle est votre relation directe avec l'atelier ? Donc l'atelier, ce sont des salariés de Libellude qui sont tous game designers et qui créent des jeux dans la ligne éditoriale de Libellude. L'idée, c'est que si ils créent des jeux pour nous, on peut être en mesure de les éditer. S'ils créent des jeux et que Libellude considère que ce n'est pas pour nous, ils peuvent les présenter à d'autres éditeurs et aller les signer ailleurs.
Il fonctionne sur le principe d'une œuvre collective, c'est-à-dire que les jeux sont signés l'atelier et ils ne sont pas signés des personnes qui la composent, dans le sens où c'est quelque chose qui a infusé en global, et les droits d'auteur donc reviennent à Libellude, qu'ils soient édités en interne, donc c'est une opération neutre, ou qu'ils soient édités à l'externe. Leur autre mission, ça va être du travail de commande. Mettons, on veut un Dixit pour enfants, un autre studio externe veut travailler un projet sur sa gamme, il peut faire commande à l'atelier d'une mission. Donc c'est une entité propre aujourd'hui? Non, c'est pas une entité juridique propre, ça a été créé en janvier 2019. Il peut y avoir l'idée à terme que ça puisse être une entité propre. Pour autant, il faut d'abord qu'elle atteigne son autonomie financière. D'accord, donc aujourd'hui c'est une des activités de Libellude. Ouais, on peut dire que c'est une des activités de Libellude, et pour le coup, ça, l'intégration au sein d'Asmodée a pu ouvrir un peu plus de portes, notamment sur la question du travail de commande. Justement, tu me fais une très belle transition, merci. Parlons justement de ce qui s'est passé donc cet été avec le rachat donc de Libellude par Asmodée. Donc comme je le disais au début, Asmodée et Libellude, c'est pas une histoire qui date d'hier, hein, c'est un truc qui date depuis la création et 12 ans de distribution. Moi, les recherches que j'ai fait, tout est parlé en termes de relations de confiance depuis tout le début de la création de Libellude. Est-ce que pour toi, ça c'est, alors sans vouloir faire de langue de bois ou sans vouloir justement passer la pommade ou le reste, est-ce que pour toi c'est vraiment le cas? Il y a toujours une vraie relation entre les deux qui a toujours été saine? Ouais, clairement, ça faisait plus de 10 ans qu'on bossait avec eux. Moi, ça faisait que 5 ans, mais dans toutes les dimensions dans lesquelles on a pu interagir avec eux, ça s'est passé de manière positive. Juste, c'est eux qui gèrent notre production sur tous nos jeux et qui gèrent notre logistique, et ça également depuis 10 ans. Donc on était déjà interlocuteur privilégié d'énormément de monde. Et dans toutes les filiales d'Asmodée, donc une filiale d'Asmodée, c'est un distributeur international, il y a 16 filiales à Asmodée réparties dans le monde. C'est aussi des gens qu'on rencontrait à chaque fois qu'on se déplaçait à Essen ou à Nuremberg. Donc en fait, on a fait un pas de plus dans une famille qu'on connaissait déjà très très bien. Comment s'est présentée la chose pour le rachat? Pour le faire simplement, parce qu'en vrai c'est la question que moi je me pose le plus, c'est qu'est-ce qui a démarré les échanges? Est-ce que c'était un truc qui était latent depuis un certain moment et à un moment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Comment ça s'est fait? Je pense qu'il y a eu une drague d'Asmodée depuis quelques années. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est plutôt quelque chose qui s'est travaillé au long cours, et à un moment de l'histoire, je pense qu'il y a eu l'envie réciproque de trouver un accord. D'accord. C'est quoi, c'est Régis qui à l'époque était plutôt pas réfractaire, mais qui voulait garder son indépendance là-dessus, et à un moment il s'est dit ok go et on voit ce que ça donne, ou est-ce qu'il y a eu autre chose? Je pense qu'à un moment, oui, Régis a eu envie de partir vers de nouveaux projets, découvrir d'autres choses et monter de nouvelles choses. Ça faisait 12 ans, et du coup 12 ans c'est à la fois court parce que c'est ton expérience des dernières années, mais à la fois long, donc je pense que avoir envie de faire autre chose c'est naturel, surtout dans un monde aujourd'hui où quand on a un poste, on l'a 2, 3 ou 5 ans, on a vite envie de zapper. Lui, voilà, faut considérer que ça faisait 12 ans qu'il était sur cette activité, donc je pense qu'il a eu envie un peu de fraîcheur. Mais je pense que lui en parlera bien mieux que moi. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Parce que tu prends du coup la tête de la société. Comment ça s'est passé à ton niveau, toi en interne, comment tu as ressenti les choses? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions? Est-ce que le choix de toi est devenu naturellement? Je me rends pas compte de comment ça peut se passer. Je sais pas s'il est venu naturellement, mais je pense que Régis a proposé que ce soit moi qui prenne la suite, dans le sens où j'étais déjà sur un poste avec une certaine légitimité en termes de connaissance de Libellude, de prolongation des valeurs et de volonté de continuité dans la même direction. Et Asmodée a validé cette proposition. J'étais plutôt à l'écart de ça au moment où ça s'est fait. Donc je sais pas si c'est naturellement, mais ça s'est fait comme ça. Question un peu piège, tout à l'heure tu parlais du secteur du monde du jeu qui était sain parce qu'effectivement il y avait
tu faisais la comparaison avec les voitures en disant moi j'ai envie d'acheter des jeux de différents éditeurs parce qu'en vrai ça permet et de communiquer auprès de notre groupe et de garder cette accélération qu'on a de vouloir acheter des jeux et de vouloir en connaître plus finalement. Moi c'est mon ressenti aujourd'hui, mais du coup, et c'est ce que j'essaie de contrecarrer, enfin je cherche à ce que tu contrecarres, et Théo je pense que tu pourras aussi m'aider là-dessus, c'est de dire Asmodée, j'ai toujours l'impression aujourd'hui que c'est un peu le très gros guillemets grand méchant sur le monde du jeu, parce que justement le réseau tentaculaire, parce que c'est le plus gros du marché aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, enfin c'est une entité qui est immense, qui a énormément de studios, énormément d'activités, de secteurs d'activités différents, mais finalement la façon dont tu en parles et dont j'en entends de plus en plus parler, c'est un côté vachement familial, c'est le terme que tu as utilisé plusieurs fois. Comment garder ça en fait? Je sais pas comment essayer de garder ça en tête, de se dire on a peur d'une société qui est quasi anti-concurrentielle aujourd'hui parce que justement elle a les mains partout, mais qui a quand même ce degré familial de se dire en vrai ça reste des personnes qui sont énormément humaines, on a vraiment l'impression de bosser avec l'humain avant de bosser avec un produit ou ce genre de choses. Est-ce que tu confirmes ça, ou est-ce que tu as un truc à apporter là-dedans? Je comprends que la structure elle soit impressionnante. Après on parle de environ 400 salariés, on parle pas d'une boîte de 10 000 ou 20 000 personnes dans le monde, donc ça reste quand même une boîte où il n'y a pas énormément de monde. Effectivement, au regard du jeu de société, c'est hyper impressionnant. Après, la volonté d'Asmodée, ça reste de faire jouer les gens et continuer à faire grossir le marché du jeu de société. Par ailleurs, ça a aussi la volonté de moins sortir de jeux, de pas participer aux centaines de sorties annuelles qu'il y a sur le marché, qui noient un peu tous les réseaux de distribution, qui noient un peu les joueurs, et qui font qu'il y a tellement de projets qui sont mort-nés. Donc, je trouve quand même qu'il y a des directions qui sont vraiment chouettes par rapport à ce qui est posé, et que c'est vraiment en adéquation avec ce qui se passe actuellement. Oui, ça évite la saturation et peut-être même la cannibalisation du marché par le produit. Et juste pour rebondir sur Asmodée aussi, parce que je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de fantasmes de la part des gens qui sont pas forcément dans le milieu sur cette entité, parce qu'elle est effectivement elle est de plus en plus grosse, et que cette notion de rachat peut des fois laisser présager, plus laisser supposer un monstre qui dévore un peu des plus petites maisons d'édition avant, ce qui est vraiment pas le cas. Et il y a vraiment un truc qui pour moi est important et très très révélateur sur Asmodée, c'est une petite boîte qui a grossi, ce qui peut avoir l'air d'un détail, mais c'est une boîte qui a été montée par des geeks parce qu'ils voulaient faire du jeu de rôle et du jeu de société, et puis ça a marché, et puis ça a grossi, et c'est arrivé là où ça allait aujourd'hui. Et les gens qui étaient là dès le départ, peut-être pas tous, je les connais pas tous, mais entre autres Marc Nunes, qui est le patron historique d'Asmodée, il est toujours dans la structure, il a toujours été impliqué, il est jamais parti. Et donc clairement, quand la structure elle a été montée au départ, c'était pas à finalité de se dire on va monter une boîte qui va faire des millions de chiffres d'affaires, quoi. C'était plus vas-y, on fait des jeux, c'est sympa. Et vraiment, moi, en gravitant un tout petit peu dans la galaxie Asmodée quand je bossais pour RoboProd, j'ai trouvé que même sur les postes à très haute responsabilité, il n'y avait pas ce côté qui fait peur des grosses boîtes avec attends, c'est le président d'Asmodée Group, faut s'adresser comme ça à lui, faut le vouvoyer, etc. J'avais vraiment l'impression que sur les quelques soirées Asmodée que j'ai pu faire de présentation de prototypes entre autres, alors que j'étais que assistant éditorial chez RoboProd, ce qui est quand même pas un rôle nul, mais qui est pas non plus, j'étais pas le boss d'une grosse boîte, quoi. Clairement je pouvais taper la discute avec n'importe qui, échanger avec tout le monde, et sur ça c'était vraiment une petite boîte dans l'esprit à ce niveau là, quoi, ce qui était vraiment très chouette. Ouais, ce qui est intéressant, parce que du coup là par exemple, j'ai l'exemple qui me vient en tête, c'est sur le Fiche donc de 2020, il y avait lors de la présentation des Asdor, il y avait ces blagues un peu à répétition sur le côté Asmodée, justement, c'est la grosse entité qui fait peur, et on fait des blagues à travers ça, en fait, et qui était complètement qui dégonflait un peu le ballon là-dessus, mais qui donnait quand même cet aspect de grand méchant qui avale tout. Et je trouve ça assez intéressant parce que, je dis ça, encore une fois, moi j'ai ce double sentiment en fait envers Asmodée, qui est une boîte qui historiquement j'aime beaucoup pour plein de raisons personnelles, et justement qui a cette impression de tout bouffer en fait autour d'elle, mais
qui le fait donc pas dans le sens de vouloir tout contrôler, mais peut-être justement se diversifier et aider des studios autour d'eux. Parce que là aujourd'hui, tu le disais juste avant, Mathieu, c'est le côté où aujourd'hui votre liberté créative, elle est toujours aussi large. Il y a aucun contrôle de la part d'Asmodée sur vous. Non, aucun. Effectivement, comme je disais, le seul point, c'est vérifier qu'on n'est pas en train de développer le même produit que les voisins. À ton niveau, toi en interne. Ce qui est ultra positif pour le marché, ça, pour le coup. Clairement. Et puis pour rebondir, en fait, Asmodée, ils ont racheté personne par OPA. Hein. C'est que des rachats qui se sont faits main dans la main avec des gens qui voulaient vendre. Hein. Ça reste plutôt positif, effectivement. À part ce côté, essayons de pas saturer le marché et de pas se cannibaliser, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, aujourd'hui, du confort d'avoir un gros groupe derrière vous, de meilleurs conseils, quelque chose que vous aviez pas avant? En fait, bizarrement, tous les gens avec qui on interagissait, on continue à interagir avec eux. C'est plutôt sur la question du suivi financier, de la performance et des projections que ça nous a rajouté beaucoup de boulot. J'ai l'impression qu'ils nous apportent autant qu'avant le rachat. Enfin, on était déjà au max, en fait. Un dernier sujet en arrivant en fin de cette émission. Est-ce que tu peux nous présenter, j'ai entendu parler d'une initiative de Libellude qui est dans la fondation Entreprise. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Avec plaisir. Donc ça, c'est Régis qui l'a lancé il y a 2 ou 3 ans maintenant. 3 ans, mais elle était officiellement, statutairement déposée il y a 2 ans. Ça s'appelle la Fondation Libellude. L'idée, c'est une fondation philanthropique à destination de l'éducation et de la jeunesse, avec une idée de un peu de promotion locale. On va aller rencontrer des associations locales qui œuvrent soit pour de l'éducation, soit pour de la jeunesse, soit pour les deux, et essayer de les accompagner, soit financièrement, soit, et ça peut s'additionner, sur de la méthode pro bono, à savoir des employés de la boîte qui vont donner du temps pro pour bosser avec les structures. Donc là, on va parler de compétences qui leur sont propres sur leur métier, c'est-à-dire un graphiste qui va aller réaliser des affiches, mais on va également parler de gens qui sont prêts à donner des coups de main sur des compétences qui sont pas spécialement les leurs, mais juste ramener une force, une autre énergie, un autre regard sur des projets qui peuvent être montés. Donc l'idée, c'est qu'il y avait un financement de 1 million d'euros sur 3 ans, et pour un peu tordre le cou à d'autres idées qu'on a pu aborder juste avant, la Fondation Libellude, elle a fait partie du rachat par Asmodée. Asmodée avait le choix de reprendre ou non la fondation, et dans la volonté de, elle aussi, poser une politique RSE, a voulu participer à l'aventure fondation. D'accord. J'ai 2 noms qui sont sortis quand j'ai fait ces recherches-là. Il y a une Fondation Explore, enfin je sais pas, c'est Projet Explore ou Projet Eureka, c'est ça? Ouais, ça c'est la manière dont on va accompagner les structures. Il va y avoir les structures qui vont être naissantes, qui vont arriver avec une idée, et on va les aider à pousser l'idée, et les autres structures qui vont être déjà existantes, déjà sur un projet, et qui vont vouloir passer la seconde vitesse sur ce projet, et pareil, être dans une demande d'accompagnement. C'est assez dingue comme projet, en fait, je trouve, enfin comme idée et comme mise en valeur, et surtout mise en projet directement, parce qu'en vrai c'est complètement philanthropique comme truc, quoi. Enfin il y a quand même des avantages qui sont là pour la société en tant que telle, mais c'est une véritable volonté d'aider et de pouvoir tirer un peu les gens vers le haut, où c'est assez cool, en fait, comme truc. Ouais, c'est vraiment une chouette initiative qu'avait posé Régis. Là où j'étais incomplet, et surtout ce qui est chouette, c'est effectivement c'est une fondation qui est faite par et pour les salariés, et c'est eux qui sont décisionnaires ou co-décisionnaires de quels assos on va aller, j'allais dire sponsoriser, mais c'est pas le bon terme. Mentoriser ? Motoriser, j'aime bien ça. Non, mentoriser, pardon. On va dire accompagner, mais en fait... Mécéner ? Mécéner, ça me plaît. On aura fait tout le champ lexical, j'aime beaucoup. Donc les associations viennent dans les locaux de Libellude et présentent pendant 1 ou 2 heures leur activité, leur budget, le pourquoi ils font ça. Il y a des échanges de questions avec les salariés, et du coup les salariés, ils ont un avis sur est-ce qu'on va aider ou non cette structure. On met en place des parrains, et le parrain, c'est une personne de la boîte qui va accompagner, qui va servir de relais, qui va défendre les intérêts d'eux. Mais c'est vraiment
quelque chose qui va investir les salariés. Super, super initiative. J'applaudis des deux mains et des deux pieds pour le coup. Bossant moi-même dans un truc d'éducation, je peux que être d'accord avec tout ce qui a été dit. Ok, est-ce que moi je pense avoir fait le tour? Est-ce que Théo, tu as des questions de ton côté qu'on n'aurait pas vu ou est-ce que j'aurais loupé des trucs? Non, je réfléchis, mais je pense que sur notamment la relation auteur-éditeur de Libellud, qui était un des aspects qui m'intéressait particulièrement, t'as dit beaucoup de choses. Ah si, j'ai un élément au cas où les gens, même si cet épisode ne va pas être diffusé tout de suite après notre enregistrement, est-ce que vous cherchez toujours activement des prototypes? Ça vaut le coup de vous envoyer un truc là après l'écoute de cette émission. Si les gens ils ont un jeu, ils se disent ouais parfait, ils peuvent vous l'envoyer. Ouais, on cherche toujours des prototypes. Après, on a plutôt bien rempli les 2 prochaines années en termes de sortie, 2021-2022. On sait déjà un peu où on va aller. Mais comme on a des process de développement qui sont relativement longs, juste ça fait sens. Et surtout, comme tu l'as dit, il faut quand même envoyer le prototype parce que parfois ça peut basculer vers un autre studio. Et en vrai, il faut toujours, ça peut être toujours une opportunité ailleurs. Clairement, oui, vu qu'il va y avoir cette relation de confiance entre différents studios, oui, il faut pas hésiter à envoyer. Parfait. Écoute, je pense qu'on a fait un très beau tour. Mathieu, je te remercie déjà beaucoup d'avoir accepté de passer ce temps avec nous. Et c'était vraiment très instructif et vraiment très cool. Donc merci à toi. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Théo, on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand, parce que en vrai, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera au moment où ce sera des diffusions, mais bientôt, j'imagine, sur 63-88. On continue d'être là en tout cas et de vous faire des émissions un peu spéciales avec des invités ou de repartir sur d'autres concepts plus classiques tous les deux. Exactement. Pour petit rappel, 63-88, donc cette émission qui fait partie d'un label, de Vaisseau Hypersensas, VHS. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à venir vous faire un coucou sur le Discord, ou si même vous vous sentez d'humeur assez sympathique, à nous venir voir sur Patreon, parce qu'il y a plein de petites choses. En plus, il y a plein de bonus qu'on met partout, c'est génial. On est super sympathique et tout ça. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver toi perso? Est-ce que tu as un réseau social favori sur lequel on peut venir te voir en tant que personne ou en tant que éditeur si tu as envie? Plutôt sur LinkedIn, effectivement, Mathieu Aubert Libellud. Merci encore une fois et prenez bien soin de vous, faites-nous vos retours, n'hésitez surtout pas et puis voilà, éclatez-vous et puis tout ça. Bisous, merci beaucoup, avec grand plaisir.